Votre résultat d'apprentissage. J'identifie un comportement social extrême qui place le corps humain en déséquilibre homéostasique. Ensuite, présente les processus lymphatiques, neurologiques, endocriniens du déséquilibre et les processus qui permettent au corps de retrouver l'homéostasie nécessaire au bon fonctionnement. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le système nerveux, donc les processus neurologiques. Le système nerveux est divisé en deux systèmes, donc le système nerveux central qui comporte le cerveau, on devrait dire l'encéphale vraiment, et la moelle épinière, et le système nerveux périphérique qui comporte tous les nerfs tous les nerfs périphériques, donc le système somatique, qui est un système qui est volontaire, donc on est capable de contrôler consciemment, les nerfs sensoriels et les nerfs moteurs, donc les nerfs qui reçoivent, par exemple, l'information de l'environnement. Les nerfs sensoriels de la peau, par exemple, vont te dire si quelque chose est chaud ou s'il y a une pression sur la peau. Tandis que les nerfs moteurs vont ensuite activer tes muscles et te permettre de déplacer ton corps. Tu as aussi le système autonome qui fait partie du système nerveux périphérique. Le système autonome est un système qui est non volontaire et qui est composé du système sympathique. Donc, voici une hiérarchie. Donc, le système nerveux est divisé, comme on vient de voir, en système nerveux central que vous voyez à la gauche, système nerveux périphérique que vous voyez à la droite. Le système nerveux central est composé de l'encéphale, donc tout ce qui est dans le crâne, et la moelle épinière, donc tout ce qui est dans la colonne vertébrale. Tandis que le système nerveux périphérique est composé de voies sensitives et de voies motrices. Les voies motrices peuvent être subdivisées en système nerveux somatique, ce que tu contrôles, ce qui est volontaire, et le système nerveux autonome, qui est involontaire. Donc, le système nerveux somatique, comme j'ai mentionné tantôt, va recevoir les signaux de l'environnement, les stimulus de l'environnement, comme la température, une substance est très chaude, et il va être capable d'émettre aux effecteurs, les muscles squelettiques, la réponse nécessaire, donc retirer sa main parce que quelque chose est trop chaud. Tandis que le système autonome, c'est un système involontaire. Tu ne peux pas contrôler, par exemple, la fréquence du battement de ton cœur. Tu ne peux pas contrôler la contraction de ton estomac pour broyer la nourriture qui vient de rentrer dans l'estomac avec les sucs gastriques. Tu ne peux pas contrôler, par exemple, la sécrétion des hormones des glandes. Okay? Ceci se fait à l'aide du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome est ensuite subdivisé en systèmes sympathiques et parasympathiques qu'on va voir plus tard. Donc, juste un peu de vocabulaire du système nerveux. Le système nerveux est composé de neurones, qui est une cellule. Donc, c'est l'unité structurale et fonctionnelle du système nerveux. Le système nerveux central, donc l'encéphale dans le crâne et la moelle épinière, comporte 90% de tous les neurones du corps. Donc, on voit vraiment la plus forte concentration de neurones dans le système nerveux central. Les cellules gliales sont des cellules qui soutiennent les neurones. Ils évacuent les déchets et protègent contre des infections. Donc, ce sont des cellules qui sont associées aux neurones, qui permettent leur bon fonctionnement. Un nerf est vraiment un tissu. Hein? Un nerf, c'est une accumulation de plusieurs neurones qui sont toutes reliées par un tissu conjonctif. Donc, dans un nerf, tu vas avoir plusieurs neurones, tu vas avoir des cellules gliales, tu vas avoir du sang, par exemple, des vaisseaux sanguins, etc., tous à l'intérieur d'un nerf. Je vous invite à aller voir la vidéo qui décrit l'anatomie d'un nerf. Vous pouvez voir dans le diagramme à la droite la structure globale d'un neurone.
Donc, un neurone a toujours un corps cellulaire, ou si tu veux, une tête, qui comporte le noyau de la cellule. Tu vas avoir des ramifications sur ce corps cellulaire-là qui sont des dendrites. Puis à l'extrémité des dendrites, tu as des récepteurs et tu as aussi la capacité à émettre des neurotransmetteurs. Donc, une neurone peut communiquer avec une prochaine neurone à travers de ses dendrites et de ses terminaisons présynaptiques. Tu as ensuite l'axone, qui est la longue partie de la neurone. L'axone peut être soit myéliné ou non myéliné, puis on va voir la différence entre les deux. L'influx nerveux va partir du corps cellulaire, va voyager tout au long de l'axone et finalement, cet influx nerveux-là va permettre de relâcher des neurotransmetteurs dans les terminaisons présynaptiques pour être capable de communiquer avec une prochaine neurone. Donc, lorsqu'on a fait le laboratoire sur les réflexes, il y avait une première neurone sensorielle qui pouvait ressentir un stimulus. Donc, par exemple, dans la dilatation des pupilles, lorsqu'on avait éteint les lumières, le stimulus était l'absence de lumière et donc les pupilles avaient dilaté. Mais il fallait envoyer ce message-là que la lumière était moins intense en premier. Donc, cette information-là est passée dans une neurone. Il y avait une interneurone dans la moelle épinière, donc dans le système nerveux central, qui a transmis ou qui a traduit cette information. Ensuite, il y avait une neurone émetteur ou une neurone motrice qui contrôle les muscles qui dilatent la pupille et contractent la pupille. Donc, il y a eu vraiment, pour un réflexe de faire dilater la pupille à cause d'un manque de lumière, il y a eu une communication entre 3 neurones différentes. Donc, vous aviez déjà vu, je viens de l'expliquer, une neurone comprend vraiment 3 parties. Un corps cellulaire, qui est la grosse tête de la neurone qui contient le noyau. Les dendrites, qui sont les ramifications à chaque extrémité. Okay? Les dendrites se retrouvent vraiment comme des ramifications autour du corps cellulaire. Et l'axone. Puis l'axone, c'est vraiment sur cette longue partie de la neurone que voyage l'influx nerveux. Les axones peuvent être très longs. L'axone la plus longue va relier ta grande octeille jusqu'au bas de ta colonne vertébrale, de ta moelle épinière. Donc, ça, c'est l'axone la plus longue du corps. Entre les gaines de Mylène, tu as les nœuds de Ranvier. Puis, on va voir la fonction des nœuds de Ranvier. On a 3 types de neurones dans le corps. Tu as des neurones qui sont multipolaires, donc ils ont nombreuses dendrites, mais seulement une axone. On les retrouve dans l'encéphale, donc dans le crâne et dans la moelle épinière. Donc, on les retrouve seulement dans le système nerveux central. Il existe aussi des neurones qui sont bipolaires. Ils ont une dendrite seulement qui part du corps cellulaire. Ils ont une axone. On les retrouve dans l'oreille interne, dans la rétine de l'œil, dans l'aire olfactive de l'encéphale. Donc, l'aire olfactive vous permet de sentir ce qu'il y a dans l'environnement. Nous avons aussi des neurones unipolaires, donc c'est un prolongement du corps cellulaire. Puis, il y a une fusion entre le dendrite ou la dendrite et l'axone. Et eux, ces neurones, on les retrouve dans le système nerveux périphérique. Donc, l'acte réflexe, selon ce que le laboratoire qu'on a déjà fait, va permettre à 3 neurones de communiquer pour permettre le réflexe. Donc, la première neurone, c'est la neurone sensitive qui reçoit le stimulus, donc l'information de l'environnement. La deuxième neurone va se retrouver, comme vous voyez dans le diagramme, en jaune. C'est l'interneurone qui se retrouve seulement dans le système nerveux central. Donc, c'est la neurone qui va prendre l'information qui a été envoyée de l'environnement par la neurone sensitive et va traduire cette information et envoyer ensuite des neurotransmetteurs à la neurone moteur que vous voyez en rouge pour permettre
une réaction aux stimuli de l'environnement. Donc ici, une contraction musculaire pour permettre de retirer ton bras ou ton doigt d'une surface chaude, par exemple. Donc, comment fonctionnent les neurones ou les nerfs, si tu veux? C'est vraiment une influx nerveuse, donc ils ont une nature électrique. Au repos, les neurones ont une charge de négatif 70 millivolts. Hein, c'est le potentiel de repos. Donc, lorsque la neurone ou le nerf n'est pas en train d'envoyer un signal, on peut mesurer la tension, donc la différence de charge de l'extérieur et l'intérieur de l'axone. Si on mesure cette tension-là ou cette différence de potentiel, on va voir que la charge est négative 70 millivolts. Cette charge-là change une fois que les pompes et les canaux sont ouverts ou fermés. Lorsqu'il y a un mouvement d'ions de sodium vers l'intérieur de l'axone et que ce mouvement d'ions de sodium-là change le potentiel de repos à un potentiel de seuil de négatif 50 millivolts, à ce moment donné-là, un influx nerveux est déclenché. Donc, s'il n'y a pas un changement dans la charge de la membrane de négatif 70 millivolts à négatif 50 millivolts, il n'y a pas d'influx nerveux. Donc, on a comme tendance à penser que des influx nerveux sont plus fortes ou moins fortes, mais ce n'est pas le cas. Tu vas simplement avoir, quand tu as l'impression de vraiment te brûler une grosse partie du doigt, c'est parce que tu as plusieurs neurones qui ont subi un influx nerveux. Si tu te brûles seulement, la sensation n'est pas aussi intense, puis tu te brûles seulement une petite section du doigt, c'est pas parce que l'intensité de l'influx nerveux est moindre, c'est parce qu'il y a eu moins de neurones qui ont subi un influx nerveux. Okay? Donc, c'est vraiment une action de tout ou rien. Soit un influx nerveux est déclenché ou elle n'est pas du tout déclenchée. Il n'y a pas d'intensité d'influx nerveux. Donc, une fois que les ions de sodium entrent à l'intérieur de l'axone et que la charge de la membrane atteint négatif 50 millivolts, à ce moment donné-là, les canaux de sodium vont s'ouvrir. Puis rapidement, il va y avoir un influx de sodium vers l'intérieur de l'axone qui va beaucoup changer la charge de la membrane. Donc, je vais voir ceci à la droite ici, là, dans le troisième diagramme dans le graphique. Okay? Donc, il y a une ouverture des canaux de sodium et un influx important d'ions de sodium vers l'intérieur de l'axone. Les canaux deviennent inactifs une fois que la charge de la membrane atteint plus 40 millivolts. À ce moment donné-là, les canaux de sodium sont inactifs. Et les canaux de potassium vont s'ouvrir. Donc, le potassium va ensuite sortir de l'axone. Puis, ceci va encore changer la charge de la membrane. Ça va tellement changer la charge de la membrane que le potentiel de repos où la membrane va avoir une charge encore plus petite que négatif 70 millivolts jusqu'à ce qu'elle s'équilibre. Donc, ça, c'est une influx. On a vu déclencher un influx nerveux dans une partie de l'axone de la neurone, mais une influx nerveux dans une partie va déclencher une influx nerveuse dans la prochaine partie de l'axone et ainsi de suite, tout au long de l'axone du corps cellulaire jusqu'aux terminaisons présynaptiques. Ceci se passe très rapidement. Donc, si on revoit encore, la neurone fonctionne avec un système de pompe sodium-potassium qui sépare les charges et qui maintient le potentiel de repos, donc une neurone qui est inactive, à négatif 70 millivolts.
Une fois que cette charge-là change à négatif 50, pouf, tout de suite, on va avoir le déclenchement d'un influx nerveux. Les canaux de sodium s'ouvrent. Il y a un méga influx de sodium vers l'intérieur de l'axone qui déclenche par la suite les canaux de potassium. Une fois que la charge de la membrane atteint plus 40 millivolts, à ce moment donné-là, la charge est rétablie de nouveau. Et on utilise de l'ATP pour rétablir les concentrations de sodium et potassium de l'intérieur à l'extérieur de l'axone. Je vous invite de prendre quelques minutes, s'il vous plaît, puis d'aller voir les 2 vidéos que j'ai affichées ici. Ces 2 vidéos vous montrent des animations, puis vous expliquent le fonctionnement d'un influx nerveux. Il y a 2 types de neurones. Tu peux avoir des neurones qui sont myélinisés et des neurones non myélinisés. Puis la grosse différence, c'est que lorsqu'on a une neurone qui est myélinisée, l'influx nerveux se passe beaucoup plus rapidement, tandis qu'une neurone non myélinisée, l'influx nerveux se passe beaucoup moins rapidement. Comment est-ce qu'une neurone myélinisée permet d'avoir un influx nerveux qui voyage à 120 mètres dans une seconde, tandis qu'une neurone sans cellule de Schwann ou sans myélinisation peut seulement faire propager un influx nerveux à une vitesse de 0,5 mètres par seconde, donc 240 fois moins rapide. Mais le potentiel d'action est déclenché seulement dans les nœuds de Ranvier. Donc, les cellules de Schwann que vous voyez en bleu sont de longues cellules aplaties qui sont toutes enroulées autour de l'axone. Donc, si on regarde le diagramme ici pour compter le nombre de cellules, tu as la neurone qui est en jaune, qui fait une cellule. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cellules de Schwann. Donc, en total, dans le diagramme ici, on a 10 cellules distinctes, 10 cellules différentes. Les cellules de Schwann sont des cellules qui sont longues et aplaties et dont la membrane cellulaire est riche en lipides. Pensez-y maintenant. Donc, un lipide, c'est une substance isolante. C'est une substance qui va éviter un influx nerveux. Donc, elle va isoler cette partie de l'axone. Puis, une cellule de Schwann, ici, agit comme comment on pourrait dire, un portail. L'influx nerveux saute d'un nœud de Ranvier au prochain et la dépolarisation de l'axone n'a pas besoin de se passer dans la cellule de Schwann parce que cette partie-là de l'axone, elle est isolée. Donc, ceci fait qu'il y a beaucoup moins d'influx, dépolarisation et polarisation de l'axone qui doit avoir lieu pour qu'un influx nerveux passe du corps cellulaire jusqu'aux terminaisons présynaptiques, jusqu'à la fin de la neurone. Donc, qu'est-ce qui arrive une fois que l'influx nerveux arrive ou atteint la fin de l'axone et les terminaisons présynaptiques? Ce que vous voyez dans le diagramme en haut à la droite, c'est une neurone émetteur et la neurone récepteur est en verte. Donc, tu pourrais dire, disons, que la neurone émetteur, ce serait la neurone sensible qui a reçu le stimulus de l'environnement, tandis que la neurone récepteur ici pourrait être une interneurone qui est dans la colonne vertébrale. Donc, si on regarde plus rapproché le diagramme qui est en bas à la droite, on va voir qu'il y a des petites vésicules. Puis à l'intérieur de ces petites vésicules, vous voyez des picots rouges. Les picots rouges ici sont des neurotransmetteurs. Donc, ce sont des messagers chimiques qui vont permettre de communiquer le message de l'influx nerveux d'une neurone à la prochaine neurone. Donc, les vésicules qui contiennent les neurotransmetteurs sont faites d'une membrane très simple et il y a les neurotransmetteurs à l'intérieur. La membrane va se fusionner avec la membrane de la neurone. Puis ensuite, il va y avoir un genre de exocytose. La vésicule va s'ouvrir, les neurotransmetteurs vont flotter librement dans l'espace entre la neurone émetteur et la neurone récepteur.
la neurone récepteur va avoir sur ses dendrites des petits canaux de protéines. Ces canaux-là de protéines sont des récepteurs. Les récepteurs peuvent être spécifiques à plusieurs neurotransmetteurs. Donc, tu vas avoir un récepteur qui est capable de s'associer, comme une enzyme, qui est capable de s'associer à un seul neurotransmetteur, comme les enzymes peuvent s'associer à un seul substrat. Donc, ils ont plusieurs protéines transmembranaires ici sur les dendrites de la neurone récepteur ou le neurone récepteur. Lorsqu'on a un lien entre le neurotransmetteur et la protéine, ceci va ensuite déclencher l'influx nerveux dans la prochaine neurone et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment cette synapse, cet espace entre les deux neurones et le partage des neurotransmetteurs qui permet aux neurones de communiquer une avec l'autre. Un exemple de neurotransmetteur que vous aviez vu dans le documentaire, Stress, le portrait d'un tueur, c'est la dopamine. Puis on l'avait vu sous forme de plaisir. Donc, c'est vraiment le neurotransmetteur qui est associé à la sensation de plaisir. Par exemple, tu viens juste de manger ta crème glacée préférée, ton cerveau va relâcher de la dopamine. Donc, c'est une sensation de satisfaction que tu peux avoir par la suite. Et ça, tout à cause que les neurones sont en train de relâcher de la dopamine, puis la dopamine est acceptée par les prochaines neurones. L'acétylcholine, c'est vraiment le neurone ou le neurotransmetteur excitateur, qui permet les contractions des muscles. Donc, c'est vraiment le neurotransmetteur excitateur qui est le plus commun dans le cerveau, donc l'acétylcholine. Et la noradrénaline, qui est un neurotransmetteur qui permet au corps de se préparer pour un danger, donc qui permet la réaction de lutte ou fuite. Si vous allez voir dans votre manuel, à la page 360, au tableau 8.2, vous allez voir toute une liste de neurotransmetteurs qui pourraient être utiles pour votre recherche sur le comportement social extrême. Donc, comment est-ce qu'on fait pour étudier ces influx nerveux? Un moyen d'étude, c'est l'électroencéphalographe, qui va vraiment mesurer l'activité électrique de l'encéphale. On peut produire avec ceci avec des sondes qu'on place un peu partout sur le cerveau. Des fois, c'est comme un genre de capuchon, puis avec des fils, ça ressemble à des fils électriques qui sortent du capuchon. Puis ça permet de diagnostiquer certains troubles, comme l'épilepsie, parce que les gens qui souffrent d'épilepsie vont avoir des activités anormales ou des activités électriques anormales dans l'encéphale, dans le cerveau. Puis, ça permet aussi de situer les tumeurs. Donc, c'est une technique diagnostique qui permet d'observer l'activité électrique de l'encéphale. Il est possible aussi de se servir de l'électroencéphalogramme pour étudier des troubles de sommeil, mais seulement si on s'en sert lors du sommeil. Donc, la personne, souvent, vous avez peut-être entendu parler des cliniques de sommeil. Si tu souffres d'apnée du sommeil, la personne arrête de respirer pendant son sommeil ou la personne semble être constamment fatiguée. Ils peuvent peut-être utiliser ces ressources-là, ces cliniques, puis ils vont aller dormir là pendant plusieurs soirs. Puis on va prendre des électroencéphalogrammes de leur cerveau pour être capable de déterminer quelle partie du cerveau est affectée, puis pourquoi la personne manque de sommeil. On peut aussi l'utiliser lors d'une intervention chirurgicale, donc lors d'une chirurgie, pour cartographier, donc pour préciser ou trouver les fonctions de différentes parties de l'encéphale. Il y a un neurochirurgien canadien qui était le premier pour s'en servir pendant sa chirurgie. Puis il a découvert que le lobe temporal, qu'on va voir plus tard, donc c'est les parties du cerveau qui sont proches des oreilles, le lobe temporal d'une patiente était stimulé lorsqu'elle entendait la voix de sa mère ou de son frère. Donc, c'est vraiment lui qui a découvert ceci. Puis, c'est mérité d'un prix Nobel en 1950 en se servant d'un électroencéphalogramme lors d'une chirurgie. Donc, le système nerveux central est composé de la moelle épinière qui se retrouve à l'intérieur de la colonne vertébrale et l'encéphale. Puis, l'encéphale
Nous, on se dit souvent le cerveau, mais le cerveau, c'est juste une partie de l'encéphale. C'est une partie de ce qu'il y a dans ton crâne. L'encéphale est composé du cerveau, okay, qui est vraiment la plus grosse partie. Hein? C'est ta matière grise et blanche qui compose la majorité de la masse du cerveau. Mais il y a des parties qui sont encore plus ancestrales qu'on partage avec les animaux et les mammifères. Donc, le cervelet. Puis, vous allez voir que la fonction, les fonctions du cervelet sont vraiment des fonctions de base qui permettent de maintenir la vie, comme régler le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire, par exemple. L'encéphale comprend aussi le tronc cérébral. Donc, c'est vraiment 3 parties, OK? Le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral, qui est vraiment la partie supérieure de la moelle épinière. Eux composent l'encéphale, tous situés dans le crâne, tandis que la moelle épinière se retrouve dans la colonne vertébrale. Et ces 2 parties-là, la moelle et l'encéphale, font partie du système nerveux central. Donc, comment est-ce que l'encéphale fait pour régir l'homéostasie? Mais l'encéphale coordonne l'homéostasie du corps. Il traite toutes les informations et réagit aux changements dans l'environnement interne et externe, avec l'exception vraiment des réflexes qui vont utiliser le système nerveux central, donc les interneurones qu'on retrouve dans la moelle épinière, mais ne font pas appel directement à l'encéphale. L'encéphale présente seulement 2 % de ta masse corporelle, mais contient à tout temps 15 % du volume sanguin et consomme 20 % de l'oxygène et du glucose sanguin. Donc, l'encéphale, même qu'il y a une masse faible, utilise plusieurs ressources dans ton corps. Et la majorité de l'oxygène et du glucose qui est présent dans ton corps se retrouve concentré dans l'encéphale. L'encéphale contient environ 100 milliards de neurones, donc à peu près le même nombre d'étoiles qu'on a dans notre galaxie. Donc, c'est quand même, sans mentionner les cellules gliales, les cellules de Schwann, les vaisseaux sanguins, les globules du sang, etc. Il y a quand même plusieurs neurones à l'intérieur de l'encéphale. Donc, la complexité de l'encéphale n'est pas seulement due à ses nombreuses cellules, mais aussi à les variétés de cellules, comme je viens de mentionner, au système hormonal interne, qui permet le bon fonctionnement de l'encéphale, et aux interconnexions complexes, ce qu'on retrouve plutôt dans le cerveau. Puis, on va retrouver des interconnexions différentes dans le cerveau d'une personne comparé au cerveau d'une autre personne, dépendant de ce que la personne a appris et comprend et réfléchit à quoi la personne réfléchit, comment la personne perçoit le monde autour de lui ou elle. Donc, il y a des structures. Si vous faites référence à la figure 8.19 de votre manuel, vous allez voir en détail toutes les structures ici de l'encéphale. Donc, si on prend la première partie, le rhombe encéphale comporte le cervelet, qui est une partie primaire de l'encéphale, hein, ancestrale, le bulbe rachidien et le pont de Varrolle. Si vous faites référence à votre manuel, vous allez voir que le cervelet va coordonner la posture, hein, les parties de ta posture qui sont inconscientes, les réflexes et des mouvements corporels, la motricité fine. Par exemple, c'est dans le cervelet que tu vas voir la différence entre un athlète débutant dans un sport et un athlète professionnel dans un même sport. À force de pratiquer les mouvements et de perfectionner les mouvements, le cervelet va être modifié et va permettre, tu sais, comme ils disent parfois, vous avez cette idée de mémoire des muscles. Hein, les muscles n'ont pas vraiment de mémoire, mais le cervelet peut être modifié et te permettre à faire des mouvements de façon un peu plus, qui te semble un peu plus automatique. Le bulbe rachidien permet de maintenir, donc joue un rôle très, très important dans l'homéostasie. Donc, permet de maintenir le battement cardiaque, la vasodilatation et la vasoconstriction. Puis, on a vu des raisons pour lesquelles on a besoin de dilater les vaisseaux, hein, pour relâcher, par exemple, de la chaleur du corps
ou la vasoconstriction pour être capable de retenir la chaleur du corps. Donc, c'est dans le bulbe rachidien que ce message-là est envoyé au corps et que les vaisseaux vont être soit contractés ou dilatés. La vitesse et l'amplitude de la respiration est aussi contrôlée dans le bulbe rachidien. La déglutition, donc lorsque tu avales, tu vas bloquer ta trachée pour éviter que la nourriture et les fluides rentrent par la trachée, mais qui rentrent plutôt dans l'œsophage pour passer à l'estomac. Donc, la déglutition est contrôlée par le bulbe rachidien. Mon grand-père, lui, à la fin de sa vie, souffrait d'Alzheimer's. Puis c'est vraiment la raison, c'était vraiment cette partie-là de son cerveau qui était dégénérative, le bulbe rachidien, parce que mon grand-père a arrêté de déglutiner. Et tout ce qui avalait rentrait non pas par l'œsophage, mais par la trachée, qui est une voie qui est beaucoup plus grande. Hein? Il est muni d'anneaux de cartilage, donc c'est comme un tuyau qui est beaucoup plus grand. Donc, automatiquement, si tu ne fais pas de déglutition, les substances vont rentrer à l'intérieur de tes poumons. Il a subi ensuite une infection de poumon, puis il est mort à cause de ceci. Donc, c'est un exemple de maladie dégénérative. Les neurones à l'intérieur du bulbe rachidien ont arrêté de communiquer et donc, lui ne pouvait plus faire de déglutition. La toux aussi, donc c'est relié un peu à la déglutition. Donc, tu es capable de tousser. Donc, tu as des neurones sensoriels à l'intérieur de la trachée qui sont reliés les petits poils de la trachée là, qui permettent de faire remonter les fluides qui n'ont pas d'affaires à l'intérieur de la trachée, qui permettent de tousser et de sortir ces choses-là qui ont rentré par accident, disons, ou qui sont les agents pathogènes ou la poussière qui rentre par accident dans ta trachée lorsque tu respires. Ils peuvent être sortis, le bulbe rachidien va être capable de ressentir qu'il y a un objet qui ne devrait pas être là. Tu tousses et donc tu fais remonter cet objet-là. Une autre section de l'encéphale, c'est le mésencéphale, excuse-moi. Le mésencéphale est... Oh, excuse-moi, j'ai sauté le pont de Varol. Donc, le pont de Varol, qui est situé juste par-dessus le bulbe rachidien et juste avant le tronc cérébral. Okay? Et c'est vraiment le pont de Varol qui fait la communication entre les deux hémisphères du cerveau, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Donc, le pont de Varol est important. Vous allez voir chez les gens qui souffrent de schizophrénie que souvent il y a un problème dans le pont de Varol. Le mésencéphale, qui est une autre section du cerveau, le mésencéphale qui est situé juste au-dessous du pont, par-dessus le pont de Varol. Puis participe au traitement des neurones sensitifs des yeux, des oreilles et du nez. Donc, vraiment, plusieurs de tes sens qui permettent permet à ton cerveau de comprendre les stimulus dans l'environnement. Joue aussi un rôle dans le mouvement oculaire, donc te permet de bouger les yeux, permet de dilater, contracter tes pupilles, par exemple, et le contrôle des muscles squelettiques. Donc, tu vas pratiquer un sport, mais ceci va modifier non seulement le cerveau, mais va aussi modifier ton mésencéphale pour que tu deviennes plus expert. Le prosencéphale comprend le thalamus, l'hypothalamus et le cerveau, qui est vraiment la majorité de la masse du cerveau, ici, la plus grande partie du cerveau. Le thalamus est composé de neurones qui sont associés au système sensoriel ici, donc le sens de l'odorat. C'est aussi une station de relais, donc le thalamus va permettre la communication entre le cerveau et d'autres parties de l'encéphale. Tu as l'hypothalamus qui se trouve en dessous du thalamus. C'est un centre qui va régler toutes sortes de processus internes qui contiennent des neurones qui vont régler la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la température corporelle, les pulsions de base comme la soif et la faim qui va te permettre d'aller chercher quelque chose à boire, quelque chose à manger. Ça va te stimuler à aller faire ceci. Les émotions,
Donc, peur, rage, plaisir, toutes ces émotions vont passer par l'hypothalamus. Donc, une très petite partie du cerveau, mais joue un rôle très important. C'est aussi, on dit, qu'il peut provoquer des comportements inhabituels et même violents chez une personne. Donc, si une personne, par exemple, développe un tumeur dans l'hypothalamus, cette personne-là va probablement voir toutes sortes de changements dans son comportement qui peuvent même mener à la violence. Donc, souvent, si on voit un changement comme ceci, ce n'est pas nécessairement purement un problème psychologique, mais ça pourrait aussi être un problème physiologique dû à la présence d'un tumeur dans l'hypothalamus. Il coordonne aussi l'activité de l'hypophyse et permettent de régler la sécrétion de certaines hormones. Puis on va voir le rôle de l'hypothalamus et aussi l'hypophyse plus tard dans le système endocrinien. Le cerveau. Le cerveau, c'est vraiment la structure la plus volumineuse. C'est la majorité de l'encéphale du corps. On divise le cerveau en deux hémisphères, donc l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Puis, c'est vraiment la partie de l'encéphale qui nous distingue de toute notre parenté dans le royaume animal. C'est la partie qui nous permet notre intelligence, l'apprentissage, la mémoire, la conscience, la compréhension et la production de langage, interprète une somme de stimulus ensemble pour être capable de comprendre ce qui se passe dans notre environnement. On va voir les différentes parties du cerveau tantôt, les différents lobes du cerveau. C'est important de noter que le cerveau, c'est vraiment un organe précieux dans le corps. Donc, il existe des façons de protéger le cerveau. Une de ces façons, c'est une barrière hémato-encéphalique. C'est une barrière de sang. Donc, les substances qui circulent à l'intérieur de notre système circulatoire, nos vaisseaux sanguins dans le corps, ne peuvent pas nécessairement atteindre le cerveau à cause de cette barrière. Donc, cette barrière permet aussi d'assurer que le cerveau ait accès à une quantité suffisante d'oxygène et de glucose. On sait, à l'aide des recherches, que la barrière, la BHE, laisse passer la caféine à travers de la barrière, la nicotine et l'alcool. C'est pour ça ce sont des drogues qui ont un effet sur notre comportement parce qu'ils ont accès au cerveau. Mais elle va bloquer le passage de certaines d'autres substances comme des substances toxines ou des agents pathogènes. Donc, c'est quand même une barrière qui est très importante. C'est important aussi pour, par exemple, une compagnie pharmaceutique de comprendre les propriétés des produits chimiques ou des drogues qu'ils produisent pour voir si ces drogues-là devraient passer la barrière, mais doivent avoir certaines propriétés. Okay? Donc, c'est juste pour savoir que la barrière hémato-encéphalique, c'est une façon que le cerveau peut être protégé de toutes les substances qui circulent à l'intérieur de notre corps. C'est une autre technologie, donc le TEP, qui est en anglais le PET scan, donc c'est la tomographie par émission de positrons. Ce que ceci nous permet de voir, c'est vraiment le métabolisme du cerveau, donc la consommation du cerveau en glucose. C'est une machine qui ressemble à une machine de résonance en image magnétique, là, le IRM, le MRI en anglais. Donc, c'est une machine qui va faire tout le tour et qui veut de ton encéphale, de ton crâne, et qui va prendre des photos, puis ensuite qui va bâtir un modèle à 3 dimensions des parties du cerveau qui sont en train de consommer le traceur ou l'isotope qu'on a injecté. Donc, on peut utiliser, par exemple, on dit ici, traceur le plus souvent, c'est le fluor, donc 18F, donc, qui est un isotope du fluor, incorporé dans une molécule de glucose. Donc, d'habitude, on n'a pas de fluor dans le glucose, mais ici, elle est chimiquement rattachée au glucose.
Donc, la molécule devient du 18F-fluoro désoxyglucose. Donc, ça veut dire qu'on a sûrement enlevé ici un groupement OH de la molécule de glucose, puis on a rajouté à sa place un isotope du fluor. Donc, la version abrégée de cette molécule-là, c'est du 18F-FDG. Donc, c'est un traceur qui est très, très semblable au glucose. Puis, ce traceur va se fixer, ou le glucose va se concentrer dans des endroits où l'encéphale est actif. Donc, s'il y a beaucoup d'influx nerveux, il va falloir que ces cellules-là, qui font beaucoup d'influx nerveux, ils vont dépenser beaucoup d'ATP, qui veut dire qu'ils doivent faire beaucoup de respiration cellulaire pour décomposer le glucose pour produire des ATP. Donc, si on retrouve une concentration importante du traceur dans une région, c'est parce que c'est la région du cerveau qui est active. On peut aussi identifier, à l'aide de ce traceur-là, des tumeurs, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que les tumeurs sont en division rapide, donc ils ont un métabolisme très élevé, ils consomment beaucoup de glucose pour être capables de se diviser. On va aussi s'en servir pour être capable de produire des images du cœur, parce que tu vas avoir des sections du cœur qui vont être plus actives que d'autres. Si on regarde le résultat du TEP en haut à la droite dans l'image, tu peux voir le métabolisme d'une personne normale. Donc, tout ce qui est en rouge et jaune démontre des activités plus importantes ou une consommation de glucose plus importante, tandis que dans le cerveau que vous voyez dans le même diagramme en bas, c'est le cerveau d'une personne qui est alcoolique. Donc, tu as beaucoup moins de régions du cerveau qui sont activées. Il y a probablement aussi beaucoup moins de régions qui se communiquent. Donc, il y a vraiment il y a un métabolisme différent dans le cerveau d'une personne qui souffre d'alcoolisme. Donc, ça, c'est la machine du TEP. Donc, le patient est couché sur la table rentre dans cette machine qui prend des photos à 360 degrés, là, tout autour du cerveau. Puis, ou autour, pas seulement du cerveau, mais on peut voir ici autour du cœur ou autour d'autres parties du corps pour être capable d'identifier la position du traceur qui est souvent un traceur de glucose, donc qui démontre une activité, une partie du corps qui est activée. Tu peux avoir ici, on peut s'en servir pour étudier les parties du cerveau qui sont reliées à certaines tâches. Donc, une personne ici qui est en train de, on peut voir, si on regarde le diagramme qui est à la gauche, tu as une personne qui est au repos. Ensuite, tu as une personne qui est en train d'écouter soit des paroles et de la musique. Donc, tu peux voir le partie préfrontale du cerveau en haut dans le diagramme qui est en train de réfléchir probablement au message contenu dans les paroles. Ensuite, juste la musique, tu vas avoir beaucoup moins d'activité dans une partie du cerveau. Voyez-vous le diagramme qui est juste indiqué musique. Donc, tu as plus d'activité à la partie droite du cerveau, tandis qu'une personne qui est juste en train d'écouter des paroles sans musique a beaucoup plus d'activité dans la section gauche du cerveau. Puis, vous allez voir que chacune de ces sections-là sont responsables du langage. Donc, tu vas aller voir que, je ne vais pas me tromper, là, je crois que c'est l'aire de Broca. Centre de la parole, c'est ça, centre moteur de la... Donc, l'aire de Broca, c'est lorsque la personne est en train de parler. Donc, lorsque cette section-là est activée, c'est l'aire de Broca. Tandis que l'aire de Wernicke, c'est la section du cerveau qui reçoit la compréhension ou reçoit le langage. Donc, peu importe la personne ici qui est dans le diagramme qui est à la gauche, en bas, à la gauche, cette personne-là, soit qu'elle est en train de produire, est en train de parler, produire des paroles, ou est en train d'écouter à des paroles, tu vas toujours avoir cette partie gauche du cerveau qui est activée. Donc, voici les structures et fonctions du cerveau. Donc, je vais faire référence à la figure 8.22 de votre manuel. Donc, le cerveau a vraiment
donc là, on ne parle pas de l'encéphale, mais plutôt du cerveau. Okay? A vraiment 4 lobes. Le lobe frontal qui se retrouve dans ton front, là, devant ta tête. Le lobe temporel, qui se retrouve sur chaque côté, proche de tes oreilles. Okay? Sur le côté de ton cerveau, tu as 2 lobes temporels, droite et gauche. Les lobes pariétales, même chose, mais ils se rejoignent. Donc, derrière le lobe frontal. Et le lobe occipital, qui est vraiment derrière ta tête, okay? Directement derrière tes yeux. Puis, le lobe occipital contient l'air visuel. Donc, tes yeux sont rattachés à des nerfs optiques qui se croisent en plein milieu de ton cerveau, mais la terminaison de ces nerfs optiques-là se retrouve dans l'air visuel. Okay? Donc, tu vas recevoir tous les stimuli et tu vas comprendre ce que tu vois grâce à cette section-là. Dans le lobe temporel, on a l'air auditif. Donc, c'est l'air qui est associé à l'ouïe, donc qui reçoit les sons de ton environnement. Et c'est aussi le centre de la parole. Donc, c'est là où que tu vas comprendre les paroles que tu entends. Okay? Ensuite, le lobe pariétal, c'est vraiment l'aire somatosensive et l'aire gustative. Donc, vous allez voir que l'aire gustative ici est très proche de l'odorat. Okay? Donc, ce que tu goûtes et ce que tu sens sont reliés. C'est difficile de goûter quelque chose si tu ne peux pas le sentir, n'est-ce pas? Tandis que le lobe frontal, c'est vraiment là où que, ton corps te permet l'aire motrice. Donc, tu es capable de choisir de faire un mouvement d'une certaine façon. Tu peux produire, faire bouger ta bouche, produire des sons, produire de la parole. Donc, la section de ton cerveau qui est responsable à comprendre les paroles et la section de ton cerveau qui est responsable à produire les paroles ne sont pas les mêmes sections. Donc, c'est pour ça que tu peux comprendre que certaines personnes qui sont muets, mais qui peuvent comprendre ce que tu dis, ils peuvent t'entendre, et vice-versa est aussi vrai. Oui, c'est pas mal ça. Donc, mais fait aller voir à la page 368, vous allez voir plus de détails sur chacune des sections du cerveau. Ensuite, on rentre dans le système nerveux périphérique. Donc, on vient de voir le système nerveux central, donc la structure-fonction de la moelle épinière et de l'encéphale. Là, on va voir le système nerveux périphérique, puis on va se concentrer sur les voies motrices ici. Donc, le système nerveux somatique qui contrôle consciemment les mouvements et le système nerveux autonome qui est des mouvements ou des réactions du corps que tu ne peux pas contrôler. Ensuite, le système nerveux autonome, on est aussi subdivisé en 2 systèmes qui travaillent en opposition. Donc, le système nerveux sympathique, celui-là est activé en situation de stress, donc va relâcher le neurotransmetteur noradrénaline, tandis que le système nerveux parasympathique est activé en situation de repos ou situation plus calme. Donc, il s'oppose au système sympathique. Donc, si vous regardez vraiment, vous avez choisi un comportement social extrême pour votre dissertation, vous allez voir que le comportement social qui met le corps en déséquilibre va activer le système nerveux sympathique, tandis que ce que le corps fait pour rétablir l'homéostasie va activer le système nerveux parasympathique. Je vous invite à lire cet article, il est très court, ce n'est pas une source primaire, c'est un article qu'on retrouve dans la revue Pour la science, donc définitivement écrit à votre niveau de compréhension. Puis, l'article parle de l'effet de la musique sur le cerveau, donc c'est très intéressant. Je vous suggère d'aller voir cet article, ça prendrait même pas 5 minutes pour faire la lecture. Je vous suggère aussi d'aller voir le site de l'Université de McGill, le site qui s'appelle Le Cerveau. Le site, toutes les informations dans le site sont subdivisées en débutant, intermédiaire et avancé. Puis vous allez voir sur ce site de l'Université de McGill, Le Cerveau,
qu'il y a des explications au niveau moléculaire, cellulaire, systématique. Donc, c'est super bien organisé. Vous devriez être capable de comprendre les informations qui sont dans la section intermédiaire et plusieurs informations dans la section avancée. Puis si jamais vous ne comprenez pas, vous pouvez simplement cliquer sur l'onglet débutant, puis ils vont vous donner la même explication, mais plus simple. Donc, c'est vraiment un site interactif qui est bien conçu. Donc, je vous le suggère fortement. Donc, l'Université de McGill, le site Le Cerveau. Donc, tapez dans Google « Le Cerveau, Université de McGill ». Je suis certaine que c'est le premier hyperlien qui va apparaître. Merci. Bonne soirée.